Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la sélection des matériaux et des procédés. Donc on va s'intéresser ici à la démarche de sélection dans le cadre de traduction de cahier des charges concernant notamment les matériaux et on va devoir définir dans cette démarche les fonctions, les contraintes, les objectifs et les variables libres définissables au sein de ces cahiers des charges. Alors, on travaillera sur des cahiers des charges simples ici pour pouvoir positionner proprement la démarche de sélection. Alors, on parle ici des matériaux. Vous verrez que quand on parlera des procédés, on va directement prendre cette méthode et la dupliquer au niveau des procédés. Et concernant les matériaux, cette méthodologie est vraiment très importante, notamment dans cet ordre, fonction, contrainte, objectif, variable libre, pour obtenir et définir ce qu'on appelle les indices ou les critères de performance. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? La fonction, c'est ce que doit accomplir le matériau, le composant ou le produit qui est étudié. Donc dans le cadre du matériau, la fonction va être assurée par les propriétés de la matière première donc qui constitue ce matériau. Donc soit on s'arrête là et on regarde que la partie matière première sans traitement, sans mise en œuvre ou quoi que ce soit, et très génériquement c'est plutôt ce qu'on fait, on va regarder les propriétés de cette matière associées à une forme. Donc on a fait une mise en forme ou on a une structure spécifique avec une forme donnée, et donc la fonction va être assurée, c'est ce qu'on avait dit préalablement, par le doublet matière, donc matériau ici, et forme, donc vu d'un point de vue structurel matériau. Si on monte à l'échelle supérieure, c'est-à-dire composant et produit cette fois-ci, la fonction ça va être quoi? C'est naturellement la fonction assurée par l'ensemble des propriétés combinées au sein des matériaux qui seront assemblés. Donc là on est vraiment sur le composant, donc qui a une structure élémentaire, ou sur le produit, donc on serait sur une structure plus complexe. Donc, si on se repositionne pour définir ces fonctions au sein du diagramme qu'on avait déjà vu préalablement dans la vidéo précédente, interaction entre forme, procédé et matériaux, on va avoir bien sûr des fonctions particulières dans le cadre des matériaux, des formes et des procédés, et ensuite des fonctions qui seront combinées entre, par exemple, matériaux et formes, formes, procédés, et matériaux et procédés. Donc là, typiquement, au niveau des fonctions matériaux et matériaux-formes, vont se dégager des fonctions de quel type? Qui vont concerner des domaines de définition spécifiques, comme les domaines de la mécanique, de l'électrique, du magnétisme, de tout ce qui est physico-chimique, mais également optique. Donc on va avoir des fonctions particulières qui doivent être assurées soit directement par le matériau, vu d'un point de vue matière première, soit le matériau mis en forme, donc avec une forme particulière, vu d'un point de vue structurel ou beaucoup plus complexe. Une première façon de définir les fonctions structurelles, c'est de se positionner par exemple dans le domaine de la mécanique, où on considère une structure soumise à une sollicitation, donc là on a une action extérieure. L'objectif c'est de faire réagir la structure, et cette structure, en termes de réaction, va donc avoir un certain comportement que l'on doit maîtriser via le cahier des charges, donc ça va être un petit peu ce que l'on vise ici, et donc d'assurer derrière la fonction mécanique attendue. Alors, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais vous le verrez également, ou vous l'avez vu dans d'autres matières, comme en dimensionnement des structures, en résistance des matériaux, ou en méca, pour être plus générique. Donc on va avoir différentes sollicitations et efforts de cohésion associés. Donc là, je reprends différents cas, traction, compression, cisaillement, torsion, flexion, une flexion qui peut être pure, simple ou composée. Et dans l'ensemble de ces cadres qui sont ici, donc de sollicitation mécanique et de réponse attendue, on va pouvoir définir des fonctions structurelles. Typiquement ici, je vais pouvoir parler par exemple de barre à la traction ou de tirant soumis donc à un effort de traction. Donc le mot barre ou tirant sous-entend déjà cette notion de fonction mécanique structurelle. Pareil ici, si je veux prendre en compression, donc on va prendre ici, on parlera plutôt de colonne. Si je prends ici en torsion, on sera sur un arbre en torsion, et dès que je vais parler de flexion, qu'elle soit pure, simple ou composée, j'aurai plutôt un terme qui va venir, qui sera le mot poutre, par exemple, dans le schéma qui est ici. Donc si je reprends ce que je viens de dire là, dès qu'on va utiliser des mots tels que poutre, plaque, panneau, colonne, barre, arbre, etc., c'est des choses qui doivent déjà vous parler, ce sont bien des fonctions mécaniques vues d'un point de vue structurel, puisqu'on est en train ici de dimensionner quelque part la structure avec les propriétés matériaux dans un cadre mécanique simple. On pourrait le voir dans d'autres domaines, par exemple si je prends le domaine de l'optique, on parlera de miroir, de lentilles, de guide d'onde également. Alors là, les ondes lumineuses, mais on peut le voir également d'un point de vue, par exemple si on travaille dans le contrôle non destructif, les ultrasons, on pourra également parler de guide d'onde également. D'un point de vue électrique, on pourrait parler de fil électrique, d'un point de vue thermique, de barrière thermique, et tous ces termes sont bien des fonctions d'un point de vue généralement structurel, appliqué à un domaine particulier, comme on l'a dit préalablement. Donc, comme on vient de le définir, quand on prend
la structure forme plus matériau et que l'on met une sollicitation dessus, on a un comportement. Donc naturellement ici, la fonction est en train d'expliciter la forme, le matériau soumis à la sollicitation, donc la fonction structurelle qu'on vient d'expliciter ici. Et derrière, le comportement attendu sera, je dois tenir à la charge, au déplacement. Donc ici, il y a une charge de traction, voire même de compression. Ici, il y a du cisaillement, etc. Donc je vais avoir une tenue mécanique particulière. Et je vais avoir ici, si je reprends dans le monde de l'optique, de tout ce qui est ultrasons, électrique ou thermique, une capacité à réfléchir, réfracter, diffracter mes ondes, conduire, etc., etc. Donc je comprends que la notion de fonction peut être vue soit dans la partie haute, c'est-à-dire forme plus matériau lié à une sollicitation, et je vois que j'ai des termes très particulier ici, soit dans le comportement attendu, où on est plutôt vers une tenue à quelque chose, une capacité à faire quelque chose, et même très fréquemment, ce qui se passe, c'est qu'on transforme la partie qui est ici d'un point de vue verbal, c'est-à-dire qu'on va verbaliser la fonction que l'on attend de la structure sur laquelle on travaille. Donc ça, c'est l'autre aspect, c'est-à-dire que soit je travaille sur des termes génériques qui sont utilisés dans le secteur d'activité concerné, c'est ce qu'on vient de voir, soit je vais carrément écrire des phrases verbales qui vont décrire ce que doit accomplir la structure. Donc, par exemple, si je dis je dois avoir une tenue à une contrainte de traction ou à une charge de traction, je vais dire voilà, je dois résister à une contrainte de traction, une contrainte de compression, je dois tenir à un effort tranchant, etc. ou à une flèche, ici, si je regarde seulement le déplacement, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que je peux attaquer mes fonctions soit d'un point de vue termes génériques qui me définissent, soit une structure face à une sollicitation ou au comportement attendu, soit carrément la phrase verbale qui me définit le comportement attendu. Donc, dans le cadre du cours, moi, je préfère garder la dernière solution qui est ici, qui est beaucoup plus générique et qui ne se restreint pas à des définitions par secteur de travail, par exemple la mécanique, l'électrique ou autre, où on est un petit peu plus large et où la définition de la fonction est beaucoup plus générique. Alors, qu'en est-il maintenant des contraintes, des objectifs et des variables libres? Si on prend le cahier des charges, qui va donner l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de notre matériau, de notre composant, de notre produit, afin qu'il respecte l'ensemble des fonctions attendues, on va avoir des conditions qui vont être émises sur les matériaux, les formes, les procédés, ou de façon combinée. Et si ces conditions sont non négociables, imposées, figées et fixées par le cahier des charges, on va parler de contraintes ou d'astreintes. Alors quelques petits exemples, histoire d'éclaircir la chose. On peut avoir par exemple besoin d'une limite d'élasticité supérieure à un certain seuil, ici 350 mégapascales, pareil pour le module Young, ici supérieur à 100 mégas. Une information sur la flèche maximale admissible, par exemple, inférieure à 2 mm par exemple proposé ici, une température de service qui peut être imposée également par le cahier des charges, une longueur, donc là on pourrait figer un encombrement de notre produit, par exemple ici une longueur imposée. On peut aussi, pourquoi pas, imposer le fait de ne travailler qu'avec des matériaux qui seraient non ferreux, avec une qualité par exemple non oxydable, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses qui seront donc des valeurs soit qualifiables ou quantifiables, parfaitement imposées et surtout donc non négociables par le concepteur. Autre chose, on pourrait avoir des conditions émises sur ces trois paramètres, donc matériaux, forme et procédé, mais plutôt négociables, plus ou moins libres, et surtout non figées. Et dans ce cas-là, on parlera plutôt de variables libres, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai imposé la longueur de 20 cm, je n'ai pas parlé d'épaisseur, je n'ai pas parlé de hauteur, je n'ai même pas parlé de la forme, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la forme va, dans certaines cotes, or la longueur qui est ici, est libre. Pareil, ici on a imposé les non ferreux, le fait que ce soit inoxydable, c'est-à-dire qu'on a bridé une certaine partie des matériaux, mais pas tous. Donc le concepteur a une certaine liberté au sein des matériaux. Donc pareil, si je prends la partie procédé, ici typiquement j'ai durci en surface, donc on pourrait se poser la question d'un procédé qui me permettrait de durcir la surface, mais on ne dit pas comment. Donc j'ai une certaine liberté sur le procédé qui va être utilisé pour durcir la surface du matériau dans la forme qu'il aura obtenue après une mise en forme ou mise en œuvre. Voilà, donc on a bien des choses qui sont imposées et d'autres plus ou moins libres. Donc on va l'expliciter ici. Je n'impose pas certaines parties de la forme. La longueur ici l'était, mais le reste non. Une section, par exemple, qui n'est pas définie, des procédés qui peuvent rester libres, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que tout ce qui est parfaitement imposé dans le cahier des charges
est une condition non négociable, donc de type contrainte. Tout ce qui n'est pas imposé, plutôt libre et non figé, hein, donc négociable par le concepteur, va devenir dans ce cas-là une variable libre sur laquelle on peut travailler. Alors, je ne sais pas si vous avez compris un petit peu les choses, mais dans le triptyque que l'on parle depuis le départ, on retrouve ces fameuses variables libres et ces fameuses contraintes. Je vais imposer des contraintes dans le domaine des matériaux, je vais imposer des contraintes dans le domaine de ma forme, et je vais imposer des contraintes dans le domaine des procédés. Et bien, si certaines choses ne sont pas figées sur l'un de ces trois-là, eh ben, ça devient des variables libres. En gros, les variables libres sont matériaux, forme, procédés, et une partie de ces variable peut devenir contrainte ou astreinte. Donc typiquement, le matériau a certaines propriétés que je vais brider, d'autres sont laissées libres. Donc le choix matériaux vont être ouverts naturellement par rapport à ça. Pareil pour les formes, pareil pour les procédés. Donc ce triptyque est important puisque ça nous permet de distinguer ce qui est figé au sein de ces trois parties ou ce qui va me rester libre d'un point de vue conceptuel. Si on regarde maintenant un deuxième tuyau, c'est-à-dire non pas des conditions plus ou moins libres ou plus ou moins imposées, mais des orientations cette fois-ci conceptuelles, c'est-à-dire je vais faire un produit, un composant ou je cherche un matériau qui tend vers quelque chose sans pour autant imposer de bornes, on aura ce qu'on appelle des objectifs conceptuels, donc ces fameuses orientations conceptuelles. Par exemple, je pourrais chercher à obtenir un matériau à coût mini, c'est-à-dire par exemple quand je prends la matière première, je veux qu'elle coûte le moins cher possible. Pareil, je peux imaginer, prenons le cas par exemple du transport, à minimiser la masse du véhicule que je vais utiliser. Ça c'est notamment vrai par exemple dans l'aéronautique ou l'aérospatiale. Pareil, si j'ai plutôt une connotation développement durable, éco-conception, je peux viser à utiliser des matériaux qui dégazent le moins de CO2 possible ou qui utilisent le moins d'énergie par exemple ou d'eau possible. Pareil, je peux avoir des fonctions orientées en objectif ici. Donc par exemple, je peux chercher à maximiser une énergie élastique stockée au sein de ma structure, etc., etc. Donc je vais avoir comme ça soit des choses avec des conditions figées ou parfaitement libres, ou des orientations dans le cadre du cahier des charges, et cette fois-ci je parlerai d'objectif ou d'orientation conceptuelle. Donc c'est plutôt le terme objectif ici qu'on va conserver. Alors on va traiter un exemple ensemble, hein, donc ensuite je vous inviterai à aller regarder la vidéo de TD, donc il y aura d'autres exercices qui seront à faire, mais ils seront placés dans la playlist TD, donc exercice. Alors on va par exemple prendre ici, un client qui vient nous voir pour définir un matériau pour un radiateur thermique qu'il aura préalablement dessiné, dimensionné ici, donc vous avez le radiateur thermique qui est ici. Alors pourquoi il a besoin de ce radiateur? Donc ça va nous l'expliquer, parce qu'il fabrique des processeurs par exemple pour fabriquer un ordinateur, et que ces processeurs ils émettent énormément de chaleur, et donc il faut refroidir les processeurs pour que d'un point de vue électronique naturellement ils ne claquent pas et qu'ils assurent leur fonction au sein de l'ordinateur. Donc lui ce qu'il veut c'est définir le matériau au sein du radiateur qui est ici. Donc après discussion avec lui, il va nous dire, il va nous donner quelques informations. Donc je mettrai ici toujours données minimales, hein. L'objectif c'est de vous proposer des choses et autour de ça, de voir s'il y a des choses plus ou moins implicites ou explicites qui sortent des données qui pourraient apparaître dans un cahier des charges minimal ou lors d'une discussion avec un client par exemple. Donc là, il nous dit par exemple que la conduction thermique minimale doit être de l'ordre de 25 watts par mètre degré C. Donc on doit être capable d'évacuer plus que ça, donc ça c'est un minimum. Et également, il nous dit que le processeur qui est ici doit travailler en dessous de 200 degrés. Voilà, donc là c'est un petit peu le genre de cahier des charges très minimal qu'on pourrait avoir. On travaille sur des cahiers des charges très simples ici pour mettre en place la démarche de sélection. Donc ici, la traduction et ensuite, grâce à cette traduction, pouvoir utiliser les outils de sélection pour tendre au moins vers des matériaux candidats potentiels. Donc on pourrait imaginer ici que vous puissiez travailler, donc je vais prendre la main sur cet exemple-là, et après pour le TD, par contre, comme les autres TD, vous aurez un petit bouton pause là-dessus sur lequel, vous pourrez appuyer sur le bouton pause de la vidéo pour essayer de réfléchir avant de regarder la correction, bien sûr. Donc là, on va essayer de le faire ensemble. Donc, si on regarde un petit peu ce qui est ici, on va mettre en place la partie traduction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous essayiez de mettre en place pour que vous puissiez faire vos exercices correctement. On traduit d'abord le cahier des charges, donc ça c'est la démarche initiale. On traduit, on va expliciter les fonctions, les contraintes, les objectifs et les variables libres. Et une fois qu'on a fait cette traduction, on va pouvoir entamer l'étape
via les outils de sélection, donc de sélection des matériaux, et ensuite, avec les résultats de cette sélection, continuer la discussion pour essayer d'affiner par de la documentation ou par différentes références de lecture, un affinement des informations. Et ce qui n'est pas le cas ici, hein, on le verra dans une autre vidéo, si on a en plus des indices de performance, les utiliser pour pouvoir optimiser notre choix. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vu la partie indice de performance, donc on va rester dans une démarche plutôt basique ici, où on fait la traduction, la sélection, la discussion, et on essaye de sélectionner les meilleurs candidats. Donc, premièrement, on va essayer de définir les fonctions. Donc, la fonction principale qui est ici sera d'évacuer la chaleur des processeurs qui est ici. Alors au niveau des contraintes, on a des choses qui sont explicites données par le client. Donc déjà, le radiateur qui est ici doit être un conducteur thermique et sa conduction thermique est bornée au minimum à 25 watts par mètre degré C. Donc ça, c'est assez explicite et simple. Pareil, la température du processeur ne doit pas dépasser 200 degrés. Ça veut dire que le radiateur qui est ici, lui, doit admettre au minimum dans sa température de service maximale une température au minimum de 200 degrés. Alors attention, quand on parle de température d'utilisation, on en définit deux. Une plutôt minimale, qui est la température la plus basse en dessous de laquelle le matériau va spontanément devenir fragile, voire fissuré, et une température maximale de service, température au-delà de laquelle le matériau va voir ses propriétés se dégrader rapidement sous l'effet de la chaleur. Donc là, on est bien sur une température de service maximale avec un minimum de tenue à 200 degrés. Alors, ça, c'est, on va dire, de façon explicite ce qui était donné par le client, mais on pourrait également se dire, bah voilà, comme j'ai un processeur qui est ici, et que là, je dois conduire de la chaleur, ce processeur est sur un circuit électronique, donc ça serait bien que le radiateur qui est ici n'apporte pas de court-circuit, d'arc électrique avec le circuit électronique qui est au-dessus, donc soit j'isole carrément ici le radiateur de la partie électrique ou électronique, soit je cherche à ce que mon radiateur soit un isolant électrique. Donc ça peut être un choix. Ici, par exemple, je pourrais dire, bah, vu le problème électrique ou électronique qu'il y a au-dessus, je préfère avoir un radiateur plutôt isolant d'un point de vue électrique. Donc conducteur thermique, mais plutôt isolant électrique. Donc là, c'est un choix au niveau des contraintes que je vais imposer ici, qui peut être plutôt implicite ou explicite après une discussion avec votre client. Ensuite, bah, pourquoi je dis que la forme est imposée et contrainte ici? Le client arrive bien avec un radiateur dessiné, donc il a imposé la forme, et donc là-dessus je n'ai pas la main, donc toute la forme devient contrainte puisque le client, lui, va arriver avec un dessin fini, et donc une géométrie imposée au niveau de ce radiateur, donc je n'ai plus la main là-dessus d'un point de vue conceptuel, la forme ne peut pas faire partie de mes variables libres. Ensuite, si je regarde les objectifs, le client ne m'a rien défini de façon explicite, donc pour l'instant, je n'ai pas d'objectif ou d'orientation conceptuelle, donc il n'y a rien d'explicite ici. Et si je regarde donc les variables libres, je vois que la forme est imposée. Donc, vous vous rappelez, on a un triptyque, hein, matériau, forme et procédé. Le matériau, lui, va donc rester libre. Attention, limitation ici avec les contraintes. Donc j'ai une certaine liberté par rapport à mon matériau, mais en contraignant mes choix matériaux face aux contraintes imposées dans le cahier des charges. Et le procédé n'est pas imposé ici. Donc ça, il faut voir avec le client si le procédé rentre dans le cadre conceptuel ici ou si il veut que je cherche que le matériau, et dans ce cas-là, c'est lui qui gérera le procédé. Donc, je vais marquer quand même que dans les variables libres, le matériau reste libre et le procédé reste libre. On va supposer qu'en discutant avec le client, il nous dit non, non, moi je veux chercher que le matériau, le procédé c'est moi qui le mettrai en œuvre une fois que le matériau sera privé. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette première étape de traduction, fonction, contrainte, objectif et variable libre, on va pouvoir utiliser des outils de sélection pour borner grâce aux contraintes et orienter notre choix conceptuel face à ce qui nous reste. Ici, bon, il n'y a pas d'objectif, mais peut-être que à la lecture des matériaux restants, on aura peut-être des idées qui vont venir et qui pourraient entraîner peut-être une discussion avec le client. Donc voilà, hein, c'est très très simple, c'est une traduction qui est élémentaire à ce niveau-là, mais ça nous donne un petit peu la démarche à suivre dans la traduction d'un cahier des charges. Donc dans le cadre d'outils de sélection, on pourrait utiliser des ABAC, des livres, un ensemble de références dans la littérature. On pourrait utiliser des bases de données au niveau Internet et nous, par exemple, on va utiliser ici l'outil logiciel donc, qui s'appelle CES-EDUPAC comme on l'a explicité dans les vidéos précédentes. Donc je vais rentrer ici dans le logiciel. Je vais directement imposer des limites, hein, puisque j'ai un cahier des charges qui m'impose des limites suffisamment explicites ici. Donc les premières limites à imposer, c'est que le matériau doit être 1
conducteur de type thermique mais un isolant de type électrique. Donc je vais cocher ici le fait que ce soit un bon isolant. D'un point de vue thermique, donc j'ai une conduction thermique qui m'a été donnée. Alors si vous voulez qu'on rajoute en plus le fait que ça doit être un conducteur thermique, pourquoi pas, on peut. On va dire que c'est un bon conducteur, ça ajoute pas grand chose ici au cahier des charges, mais on pourrait le faire si on voulait être un peu plus strict dans la démarche. Et on précise naturellement la qualité, cette fois-ci bornée en conduction thermique. Donc ici avec une conductivité thermique minimale de 25 watts mètre degré C. Donc déjà là, on a répondu à une première partie, donc si je reviens ici, c'est-à-dire à le fait qu'il est conducteur thermique avec une conduction supérieure à la valeur seuil qui est ici, le fait que c'est un isolant électrique, et maintenant il faudrait rajouter la température de service, donc cette fois-ci on va rentrer dans les propriétés thermiques, la valeur du seuil maximal, et ici donc en température maximale d'utilisation, je suis bien dans un minimum de 200 degrés. Donc une fois que j'ai rempli ici mes contraintes, je peux directement appliquer mes contraintes et je vais ici, je vous rappelle qu'on est au niveau 2, donc on n'a que 100 références, donc ça élimine très très vite. On serait sur une base de niveau 3 ou sur la version grande tamis, on aurait naturellement beaucoup plus de résultats ici affichés. Donc le fait d'avoir cliqué bon isolant ici ne nous laisse la main que sur des matériaux de type ici céramique technique. Alors naturellement, on ne va pas se retourner vers le client en disant voilà, il ne me reste plus que 3 matériaux, l'alumine, le nitrure d'aluminium et le nitrure de silicium, et puis on lui donne les résultats comme ça. Non, là, voilà ce qui se passe en première démarche de sélection. Maintenant, on va quand même affiner notre discours. Si on regarde la température maximale d'utilisation, on est sur la céramique technique, donc je dirais le résultat est quand même évident. On est très très largement au-dessus des 200 degrés en termes de minimum de température maximale d'utilisation. Donc là, on n'a pas de possibilité de tri sur ces trois matériaux. Ils sont tous au-dessus de 1000 degrés, donc on est très 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 large en termes de coefficient de sécurité par rapport à cette borne. Si on prend maintenant la conductivité thermique, donc on veut quand même un minimum de 25, alors on voit que là, par exemple, à ce niveau-là, on a un petit peu minimum. Alors si on voulait discuter plutôt sur un graphique, allez, je vais le faire comme ça, c'est pas plus mal. Allez, on va aller dans les propriétés thermiques. Hop, on va parler de la conduction thermique et bah tiens, on va mettre en dessous les matériaux. Donc on va aller, hop, on va passer sur de l'avancée, on va faire une arborescence et on va aller prendre que les céramiques techniques. Je vais aller au plus vite. Voilà. Donc on va effacer ceux qui ne correspondent pas et on va retrouver ici nos trois matériaux, donc nitrure d'aluminium, ici l'alumine et ici le nitrure de silicium. Donc c'est juste pour rendre graphique un petit peu la lecture qui est ici. Et donc notre borne, je vous rappelle quand même que c'était minimum à 25, donc à ce niveau-là. Et on voit que celui qui est ici, c'est bien le minimum, mais non seulement c'est le minimum parce qu'il ne peut pas monter à 30, mais le mini du mini est à 22. Donc on est quand même très très borderline au niveau du cahier des charges. Ici, si je prends le 26 à 38,5, on est au-dessus du cahier des charges et on a en plus un petit coefficient de sécurité. Et si je prends le nitrure d'aluminium qui est ici, on est très très large par rapport au cahier des charges. On a un coefficient de sécurité bien plus important ici. Et donc on a une surqualité évidente. Donc là, on est très limite. Là, on a de la surqualité avec un coefficient plutôt faible. Donc on est sur 1,5 à peu près ici. Et là, on est sur une surqualité largement supérieure avec un coefficient minimum de 6, voire jusqu'à 8. Alors, ensuite, on pourrait se poser la question de l'impact de cette surqualité. Si on a une meilleure qualité, mais avec un coût intéressant, peut-être qu'on peut le discuter justement avec le client pour lui dire, voilà, j'ai un très bon matériau, mais en plus intéressant d'un point de vue coût. Dans ce cas-là, il faudrait regarder cette conductivité thermique en fonction du coût. Alors, il faut faire attention, si, allez, je vais prendre ce graphique, si je prends l'axe des abscisses, c'est que je prends cette fois-ci les propriétés génériques et je cherche le coût. Donc si je prends le prix ici de la matière, il faut faire attention parce que le coût qui est donné dans cette base de données est un coût massique, c'est-à-dire que ce sont ici des euros par kilo. Or, on a vu que la forme était imposée, c'est-à-dire qu'on a bien un volume imposé. Dans ce cas-là, ce n'est pas un coût massique que je vais devoir regarder, c'est un coût volumique. De toute façon très très générique, on regarde plutôt le coût volumique. Dans ce cas-là, il faudrait que j'ai ici des euros par mètre cube. Vu que c'est un prix massique, il suffit que je multiplie ce prix massique par la masse volumique et je vais avoir un prix volumique. Donc c'est ce que je veux faire ici. Je vais prendre le prix, je vais le multiplier par la masse volumique. Donc là, je vais utiliser la masse volumique et je vais donc avoir le coût volumique. Donc là, je vais pouvoir le mettre ici, par exemple, histoire de pouvoir discuter. Je vais avoir un coût volumique qui est donné
à cet endroit-là. Hop, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est des euros au mètre cube. Alors le cube sera pas très bon, mais c'est pas grave, ça passera. Voilà. Donc ici on a bien un coût volumique et ici on va avoir la conductivité thermique. Donc si on regarde ces trois matériaux, donc là on a l'alumine qui est donné ici, là on va avoir le nitrure de silicium et ici on va retrouver notre nitrure d'aluminium. Donc d'un point de vue propriété, on voit que la conductivité thermique la plus basse c'est celle du nitrure de silicium. Ensuite, on augmente, on a l'alumine, ensuite on a une très très forte surqualité avec le nitrure d'aluminium. Et le matériau sur lequel on avait un doute initialement, ici, c'est pas fatalement le meilleur compromis d'un point de vue coût. On voit que c'est le deuxième en termes de coût volumique. Alors que l'alumine, qui est dans le cahier des charges avec un coefficient de sécurité intéressant qu'il faudrait quand même discuter avec le client, est le plus bas en termes de coût, alors que le nitrure d'aluminium, lui, a une surqualité mais un surcoût également proportionnel, on va dire, à cette surqualité. Donc peut-être que la discussion pourrait tourner plutôt autour de l'alumine, du moins en tout cas c'est un choix conceptuel qu'on pourrait avoir en termes de bonne qualité, voire peut-être même une surqualité d'1.5, donc ce qui nous permet d'avoir peut-être un gap sur une surcharge potentielle non maîtrisée, et en plus un coût très intéressant. Dans ce cas-là, peut-être que ce matériau pourrait être le meilleur candidat. Voilà, donc c'est une façon d'approcher ce cahier des charges, de le traduire, il pourrait y avoir d'autres approches. Donc je vous invite à aller voir les exercices dans la playlist TD, donc qui vont concerner les cahiers des charges matériaux qui vous seront donnés en termes d'exercices, donc que vous aurez à faire, et naturellement je vous donnerai comme d'habitude la correction de l'ensemble de ces exercices.